Donc je vais commencer. Alors, je me présente, je suis Valérie Rigaud, je suis chef de service du laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique. Donc c'est ce terme assez barbare que l'on contracte en anapath. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça me vaut des railleries de mon collègue Luc Baucher, parce que je ne suis pas un âne à pattes, mais voilà, je suis quand même l'anapathe de Luc Baucher. Et donc, mon rôle à moi, c'est d'analyser le tissu opératoire qui est issu du bloc. Donc, que cela soit des biopsies ou des pièces d'exérèse. Le matériel arrive très rapidement du bloc opératoire jusqu'à mon laboratoire. Alors, dans les meilleures conditions et si possible non fixé. Par la suite, ce matériel va être fixé puisque pour le traiter, il va falloir faire une fixation par le formol. Mais lorsque c'est possible, le tissu arrive directement dans mon labo. Donc c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas très loin, le bloc n'est pas très loin de mon laboratoire, donc c'est possible. Et le matériel arrive non fixé pour que l'on puisse faire des prélèvements pour la congélation. Alors, il y a de ça quelques années, c'était très important pour certaines études de biologie moléculaire qui ne se faisaient que sur du matériel congelé. Maintenant, on peut faire sur du matériel fixé en formol. Donc, ça devient un petit peu moins important, mais il y a quand même encore quelques techniques qui nécessitent d'avoir du tissu non fixé en formol et donc congelé. Et donc c'est pour ça que l'on continue, notamment avec le bloc de neurochir, à travailler beaucoup sur voilà, des prélèvements qui nous sont adressés directement au laboratoire très rapidement sur glace pour que l'on puisse en congeler une partie et fixer une autre partie. Voilà, donc ça c'était une petite liaison avec ce qui avait été dit juste avant. Si vous avez des questions après sur le fonctionnement, il n'y aura pas de souci. Donc moi je vais vous traiter les gliomes un peu plus dans leur ensemble parce qu'en fait le glioblastome est un gliome de haut grade, mais c'est tout un ensemble qui, de mon point de vue anapathe, doit être traité d'un seul corps. Donc, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Luc Baucher, vous voyez que on a eu de nombreuses classifications. C'est une classification de l'OMS que l'on doit suivre pour que l'on puisse, entre anapathes, pouvoir se parler et pouvoir parler de la même chose. Donc, que ce soit anapathe français ou anapathe d'autres pays, tous les anapathes suivent ces classifications de l'OMS. Les livres étant bleus, on appelle ça le Blue Book, et ça existe en digestif, en pathologie thoracique, en gynéco. Dans chaque spécialité, on a ce livre, classification OMS, qui est notre référence, notre Bible. Donc vous voyez que depuis, alors bon, en 79, je faisais pas de neuropathe, pas encore, pas de médecine non plus. Mais depuis 79, vous voyez qu'on a eu 4 éditions avec une révision. Et là, la 5e édition date de 2021. Et cette dernière édition, même si celle de 2016 faisait rentrer la biologie moléculaire dans le diagnostic, mais la dernière édition fait une part belle à la biologie moléculaire. Donc, je reprends des bases d'anapathe concernant les gliomes. Alors, les gliomes sont une partie des tumeurs, comme vous l'a dit Luc, une partie des tumeurs que l'on peut retrouver dans le cerveau. Dans le Blue Book, il y a plus de 140 types tumoraux différents pour le cerveau. Donc, vous voyez que c'est une tumeur parmi d'autres. Mais quand même, les gliomes font partie des plus fréquentes.
Donc, je vous ai mis ici des images histologiques. Donc, moi, je regarde les tumeurs sous mon microscope. Une fois qu'elles arrivent au laboratoire, donc je vous ai dit, il y a une partie qui est congelée, une partie qui est fixée. On fait un échantillonnage de la tumeur, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille, parfois on inclut tout, si c'est petit. Si c'est vraiment très gros, on inclut une bonne partie, mais on n'inclut pas toujours en totalité la tumeur. Ensuite, ces prélèvements que l'on a inclus, fixés en formol, vont être techniqués par des techniciens de façon à avoir des lames de verre avec la coupe qui va être colorée soit avec une coloration standard qui s'appelle l'hématoxyline et éosine, hématoxyline et éosine, c'est la même chose. Soit après, on peut faire des techniques complémentaires que l'on appelle les immunohistochimies, où l'on va se servir de la relation antigène-anticorps pour essayer de mettre en évidence ou non la présence de certaines protéines sur la coupe. Donc là en haut à gauche, vous avez une image d'un... Alors c'est pas du cerveau normal, mais c'est parce qu'on a très peu de cerveau normal, vous comprenez pourquoi. Mais c'est une image d'un cerveau de densité cellulaire à peu près normale. Donc vous voyez, c'est très peu cellulaire, un cerveau, par rapport à d'autres organes. On a des cellules éparses avec un fond fibrillaire sur le fond du tissu. Et on a quelques vaisseaux que vous voyez ici, parce qu'on reconnaît, parce qu'il y a des hématies dedans. On a quelques vaisseaux, mais on n'en a pas énormément. Donc en fait, le grading histologique des gliomes, il va se baser sur la présence d'atypies cytonucléaires. Alors, c'est vrai qu'en anapath, on a des termes un peu barbares. Les atypies cytonucléaires, c'est est-ce que les cellules sont toutes relativement ressemblantes les unes par rapport aux autres, ou bien est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus atypiques que d'autres, comme là vous avez une seule et même cellule avec plusieurs noyaux. Vous voyez que cette cellule, elle fait quasiment 10 fois la taille de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une atypie cytonucléaire. C'est une cellule qui est dysmorphique, qui est beaucoup trop grosse, très moche, avec des noyaux hyperchromatiques, convolutés. Donc ça... Alors, on n'attend pas toujours d'avoir de telles atypies. En général, lorsqu'on a des atypies comme ça, c'est que l'on est dans un grade élevé. Mais c'était pour vous montrer une image pour vous expliquer. L'activité mitotique aussi est importante. Dans les gliomes de bas grade, on a une activité mitotique qui est faible, alors que dans les tumeurs de haut grade, l'activité mitotique, c'est-à-dire que la tumeur se divise, les cellules sont rentrées en cycle et la tumeur se divise beaucoup. Et c'est pour ça qu'elle progresse aussi beaucoup plus rapidement. Donc je vous ai mis ici un exemple de mitose anormale en plein centre de cette diapo. Ensuite, il y a la prolifération endothéliale. Il faut savoir que dans les tumeurs de bas grade, les cellules tumorales arrivent à s'alimenter par ces petits vaisseaux qui sont préexistants. Mais lorsque il commence à y avoir beaucoup de cellules, comme sur les diapos du bas, là, lorsqu'il y a beaucoup de cellules qui sont tassées les unes contre les autres, elles ont beaucoup besoin d'oxygène pour vivre, et donc elles vont induire une vascularisation anormale. Et je vous ai mis en bas au centre un vaisseau qui montre une hyperplasie endothélo-capillaire. Alors, c'est une hyperplasie des cellules de la paroi vasculaire. Ici, vous voyez, normalement, vous avez une cellule de temps en temps. Là, en couple, vous avez que 2 cellules endothéliales. Alors que là, vous voyez, vous avez des cellules qui se superposent au niveau de la paroi. Et donc, ça fait des vaisseaux anormaux. Et ça, c'est la caractéristique que l'on voit dans les glioblastomes. Cette prolifération des vaisseaux, il y a la prolifération cellulaire tumorale et à côté il y a la prolifération des vaisseaux avec ces anomalies que l'on reconnaît assez facilement sur les coupes et qui vont se traduire morphologiquement sur les IRM par cet anneau
ce rehaussement périphérique dit en anneau que l'on voit caractéristiquement sur les IRM du glioblastome. Et enfin, le dernier critère histologique, c'est la nécrose. Les cellules, comme elles sont tassées les unes contre les autres, même si elles font se développer une vascularisation anormale, il arrive à un moment où elles n'ont plus assez d'oxygène et donc il y a des parties de la tumeur qui vont se nécroser, donnant ces aspects de nécrose palissadique, c'est-à-dire que là, vous avez des cellules viables et au centre, les cellules se nécrosent. Et donc, ça fait un aspect très esthétique, mais malheureusement, ça fait partie des critères du glioblastome, de cette nécrose qui se développe au sein de la tumeur. Donc, en fait, lorsqu'on est dans une tumeur de bas grade, on a quelques atypies, mais qui restent minimes. On peut avoir une mitose lorsqu'on compte 10 champs à fort grossissement sur le microscope, mais dans une tumeur de bas grade, on n'a absolument pas de prolifération endothéliale et absolument pas de nécrose. Lorsque vous passez, ça c'est dans le grade 2, lorsque vous passez au grade 3, c'est-à-dire les tumeurs qui sont anaplasiques, vous pouvez avoir une augmentation du nombre de mitoses et une augmentation des atypies cytonucléaires, mais il n'y a toujours pas de prolifération vasculaire et pas de nécrose. Et lorsque vous passez au grade 4 du glioblastome, donc c'est tout un spectre en fait, et bien là commence à apparaître et ou la prolifération endothéliale et la nécrose. Un seul des deux suffit pour faire le diagnostic de glioblastome. Donc je vais vous parler, comme l'a dit tout à l'heure, Luc, dans le système nerveux central, les tumeurs se développent essentiellement à partir des astrocytes et des oligodendrocytes. Alors, les astrocytes vont donner lieu aux astrocytomes de grade 2, 3, 4. Astrocytomes de grade 4, vous verrez, il y a des... alors, on ne peut pas dire que c'est exactement un glioblastome selon la dernière classification, mais je vous expliquerai pourquoi. Et les oligodendrocytes vont donner les oligodendrogliomes de grade 2 et de grade 3. Il n'y a pas d'oligodendrogliome de grade 4. C'est une petite particularité. Donc, les astrocytomes de grade 2, vous voyez, ce sont des tumeurs qui sont très bien différenciées. Et lorsqu'on avance en grade, en fait, on perd dans la différenciation. C'est-à-dire que les cellules, elles ressemblent de moins en moins aux cellules d'origine. Donc là, lorsqu'on est dans un astro de grade 2, on reconnaît relativement bien les cellules astrocytaires. C'est un peu comme des astrocytes du tissu cérébral normal, sauf qu'elles sont trop nombreuses. Elles commencent à montrer quelques atypies, mais vous voyez qu'ici, par exemple, les atypies sont minimes. On n'a pas de prise de contraste puisqu'on n'a pas d'anomalie au niveau des vaisseaux, mais si on laisse évoluer cette tumeur que l'on rencontre généralement chez les sujets jeunes, si on la laisse évoluer, elle va évoluer petit à petit vers un grade 3 puis un grade 4. Le grade 3, donc forcément c'est des gens un petit peu plus âgés. Là, on va pouvoir commencer à avoir quelques petites prises de contraste ou des œdèmes. Vous voyez qu'ici, on a des cellules qui commencent à devenir un peu plus atypiques et on peut avoir des mitoses qui deviennent un petit peu plus fréquentes. Mais pour faire le diagnostic, les mitoses sont limitées quand même. On n'a toujours pas de nécrose ni de prolifération vasculaire dans ce type de tumeur. Lorsqu'on atteint le grade 4, alors ces tumeurs étaient appelées généralement glioblastomes. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a aussi des astrocytomes de grade 4 en fonction de la présence ou non d'une mutation de ce qu'on appelle IDH1. Je vous en dirai 2 mots après. Là, vous voyez que les atypies cytonucléaires deviennent majeures avec des cellules qui sont vraiment très moches et qui ressemblent plus du tout aux cellules astrocytaires d'origine. Alors heureusement, elles conservent quelques caractéristiques, notamment en immunohistochimie, la technique que je vous ai dit qui
qui fait la relation entre antigène-anticorps, eh bien, ces cellules sont toujours positives vis-à-vis de la GFAP, qui est un anticorps qui reste positif dans les cellules astrocytaires. Donc, c'est pour ça qu'on les reconnaît. Il y a également, alors j'ai pas mis, il y en a un là, mais ici, il y a également des vaisseaux qui sont anormaux et qui vont pouvoir donner en imagerie cet aspect de prise de contraste en anneau. Alors, on s'est rendu compte que dans les glioblastomes, il pouvait avoir des orientations, en fait, parce que ça se développe à partir de cellules un peu multipotentes ou pluripotentes, et on pouvait voir dans certains glioblastomes des orientations avec des cellules plutôt d'aspect oligodendroglial ou astrocytaire ou mésenchymateuses ou plutôt avec une composante neuronale ou neurale. Du coup, on peut voir des formes particulières de glioblastomes, notamment les glioblastomes à cellules géantes, qui sont des tumeurs qui sont constituées en majorité de cellules vraiment géantes par rapport à, vous voyez, les toutes petites cellules d'origine qui sont là. Donc là, ce sont des grands cytoplasmes, des gros noyaux, des cellules multinucléées, et puis des caractéristiques de malignité avec les mitoses. On peut avoir des glioblastomes avec une composante oligodendrogliale, qui vont être ces cellules à noyau rond et à cytoplasme clair que l'on va revoir après. Et on peut avoir des glioblastomes avec une composante sarcomateuse et des cellules qui deviennent un peu fusiformes. Donc il y a en fait, il n'y a pas un glioblastome, mais il y a plusieurs glioblastomes qui peuvent avoir des aspects un peu différents. Donc, on a vu les tumeurs qui prenaient leur origine à partir de la cellule astrocytaire. Il y a les tumeurs qui prennent leur origine à partir de la cellule oligodendrogliale. Ce sont des tumeurs avec des cellules qui ont un petit noyau arrondi et un cytoplasme clair, comme ici, qui donne l'aspect caractéristique dit en œuf sur le plat. Alors, l'anapathe, c'est très imagé. Donc voilà, on dit que c'est un œuf sur le plat parce que le noyau est bien rond, posé au centre d'un cytoplasme qui est très clair. Et on dit que lorsque les cellules sont tassées les unes contre les autres, ça donne un aspect en nid d'abeille. Voilà, c'est très joli, mais ça donne cet aspect-là. Donc toujours pareil, lorsqu'il y a peu de mitose, qu'il n'y a pas de vaisseau, pas de nécrose, on appelle ça un oligo de grade 2. Et on commence à voir apparaître des mitoses en nombre augmenté, on peut avoir des vaisseaux anormaux. À ce moment-là, on passe en grade 3, donc le grade anaplasique. À ce moment-là, à partir du moment où on a des vaisseaux anormaux, on peut voir apparaître une prise de contraste en imagerie. La caractéristique des oligos aussi, c'est d'avoir de fréquentes microcalcifications en leur sein ou des aspects microkystiques comme ici. Alors là, je vous ai remis des images ici d'oligodendrogliome, donc ces cellules en œuf sur le plat, avec ici un vaisseau, mais qui n'est pas encore anormal. Ici, un autre oligo qui commence à être beaucoup plus densément cellulaire, beaucoup plus de cellules. Là, on commence à passer dans le grade 3. Alors que là, on est dans un astrocyte avec des cellules avec un cytoplasme éosinophile et cette image avec la mitose au milieu. Là, c'était pour vous montrer une image d'immunohistochimie, donc c'est technique antigène-anticorps, et là, c'est une GFAP. C'est pour vous montrer que les astrocytes ont un marquage. Donc là, le marquage se voit en couleur marron de leur cytoplasme avec l'anticorps dirigé contre la GFAP. Et là, c'était un marquage de neurones. Donc ces grosses cellules, là, ce ne sont pas des cellules tumorales, mais ce sont des neurones qui sont marqués avec un marqueur que l'on appelle le NEN et qui marque les cellules neuronales. Alors la classification histomoléculaire, donc l'OMS 2016, commençait à intégrer déjà des données moléculaires
Et on a commencé à parler de diagnostic intégré. Alors intégré, pourquoi? Parce que c'est intégré à la fois le diagnostic histologique, donc tout ce que je viens de vous expliquer, les mitoses, les atypies, tout ça. Donc le grade OMS, grade 2, 3, 4, et les informations moléculaires, on commençait à parler des résultats de biologie moléculaire. Donc ça fait un diagnostic en couche ou stratifié, et donc un diagnostic intégré. Donc cet ensemble d'informations était interprété par le pathologiste, l'anapathe, et c'est là qu'on a introduit aussi le terme not otherwise specified pour les tumeurs pour lesquelles on n'avait pas notamment les résultats de la biomole. Donc, dans la classification OMS 2016, on faisait la distinction entre les gliomes diffus et les gliomes circonscrits. Luc vous a un peu parlé de l'astrocytome pilocytique, qui est une tumeur bénigne de l'enfant ou de l'adulte jeune. Donc, on avait les tumeurs diffuses avec les astrocytomes, les glioblastomes, les oligodendrogliomes, et les oligo-anaplasiques, et les autres tumeurs qui comprenaient plus les tumeurs bien limitées, circonscrites, dont le pilocytique. Alors je vous ai parlé de IDH. IDH, c'est important, ça a été découvert il y a un peu plus d'une dizaine d'années. En fait, on s'est rendu compte que les gliomes qui étaient mutés pour IDH avaient un meilleur pronostic, et donc nous a permis de classer ces gliomes. Et donc, vous voyez que par exemple, les oligodendrogliomes sont toujours mutés IDH et ont toujours également une autre particularité, c'est une codélétion du chromosome 1P et du chromosome 19Q. Donc pour faire un diagnostic d'oligodendrogliome, il faut absolument avoir la mutation IDH et la codélétion 1P19Q, qu'il soit de grade 2 ou de grade 3. Ensuite, dans les gliomes IDH mutés, mais qui n'ont pas la codélétion, on va retrouver des astrocytomes diffus IDH mutés, de grade 2, 3 ou 4, selon la classification 2016. Ensuite, dans les gliomes IDH wild type, c'est-à-dire sauvages, qui n'ont pas la mutation IDH, on va retrouver essentiellement des astrocytomes de grade 2, 3 ou 4. Donc ça, c'était la classification OMS 2016. Entre 2016 et 2021, la classification 2021 a un peu tardé à sortir. Il y a eu les années Covid qui ont limité le nombre de réunions qui se faisaient entre les grands spécialistes du monde entier de la neuropathologie. Et donc, ils se sont rendus compte que la classification 2016 n'était plus pertinente sur certains points. Donc, il y a eu des publications qui sont sorties et il y a eu des articles importants que l'on a appelés C-Impact Now. Donc, il y en a eu 7. Celui qui est très important pour notre topo d'aujourd'hui, c'est le 3 qui, lorsque on a une morphologie d'astrocytome diffus de grade 2 ou de grade 3, mais avec certaines anomalies en biologie moléculaire, on pouvait classer directement cette tumeur en glioblastome. Donc ça a été une véritable révolution pour nous, anapathes, puisque sur une morphologie de gliome de bas grade, on donnait un diagnostic de grade 4. Donc je vous laisse imaginer qu'au début ça a été assez mal accepté, puisque c'était très difficile de dire grade 4 alors qu'on n'avait pas de mitose, qu'on n'avait pas de nécrose, mais qu'au seul dire de la biologie moléculaire, parce qu'il y avait une mutation de GFR et des lésions, des gains du chromosome 7 ou des pertes du chromosome 10, ou alors une mutation de ce promoteur TERT qui était muté, la présence de ces anomalies suffisait quasiment à faire changer notre diagnostic de 2 à 4. Alors, pour nous, c'est une révolution, et vous imaginez les conséquences, c'est-à-dire que pour le patient, c'est pas du tout le même pronostic, et c'est pas du tout non plus le même traitement. Donc, il y a eu un petit flou à ce moment-là, parce que, voilà,
ça a été très dur, très difficile à intégrer. En plus, on n'était pas sûr au départ. On se disait, bon, on va attendre un peu de voir si vraiment ces patients qui ont un aspect de grade 2 mais une biomole de grade 4, comment ils évoluent. Enfin, donc ça a été un petit peu difficile à se mettre en place. Cette diapo pour vous montrer qu'il n'y a pas que les gliomes et qu'il y a de nombreuses autres tumeurs et nouvelles entités qui sont arrivées dans la nouvelle classification 2021. Maintenant, quasiment toutes ont une signature en biologie moléculaire. Et donc cette dernière classification OMS 2021 qui est sortie d'ailleurs en 2022 quasiment, je vous ai mis ici les différences, alors comme ça paraissent minimes. Dans la classification OMS 2016, on disait astrocytome diffus IDH muté grade 2 de l'OMS avec des 2 en chiffres romains. Maintenant, on parle d'astrocytome IDH muté grade 2 en chiffres arabes OMS. Bon, c'est quelques modifications qui sont peu importantes. La seule modification qui est très importante pour nous, c'est que avant tout ce qui avait un aspect de glioblastome était appelé, que ça soit IDH muté ou IDH non muté, était appelé glioblastome grade 4. Maintenant, seuls les glioblastomes qui sont IDH non mutés ont droit de s'appeler glioblastome. Lorsqu'on est dans le cadre d'une tumeur astrocytaire de grade 4 IDH muté, on appelle ça un astrocytome de grade 4. Donc si vous voyez astrocytome grade 4 IDH muté, c'est pas une anomalie, ça s'appelle plus un glioblastome, ça s'appelle un astrocytome de grade 4. Alors vous me direz pourquoi appeler deux choses différentes puisque ça a le même grade. En fait, on se rend compte que cette mutation d'IDH donne quand même un peu meilleur ou un peu moins mauvais pronostic à la tumeur et du coup on tient à faire la distinction entre les deux. Voilà. Donc les patients qui ont une tumeur IDH mutée sera d'un peu meilleur pronostic que une tumeur qui sera IDH wild type, à savoir que dans les grades 4, il y a quand même beaucoup plus de tumeurs IDH wild type que de tumeurs IDH mutées. Donc maintenant, on regroupe dans la nouvelle classification les gliomes diffus de type adulte, les gliomes diffus de type pédiatrique de bas grade, les gliomes diffus de type pédiatrique de haut grade et les gliomes circonscrits. Vous voyez que la notion de adulte pédiatrique est apparue dans cette dernière classification. Et quasiment toutes les entités histologiques ont maintenant, on connaît pour chacune des anomalies moléculaires qu'il nous faut rechercher en biologie moléculaire. Donc en fait, on se retrouve devant une tumeur gliale. On va d'abord aller rechercher la mutation d'IDH. Alors heureusement, on a un outil en immunohistochimie. C'est un anticorps dirigé contre IDH1 R132H que l'on peut faire donc en technique de routine et dont on a les résultats rapidement en 24 heures. Si la tumeur est mutée, on va se trouver avec un gliome IDH muté. Après, on va rechercher la délétion 1P19Q. Donc, si cette codélétion est présente, on se retrouve dans le cadre d'un oligodendrogliome. Si elle n'est pas présente, on se retrouve dans le cadre d'un astrocytome qui peut être de grade 2, 3 ou 4. Si on n'a pas cette mutation d'IDH, on se retrouve dans le cadre des gliomes IDH wild type ou IDH non muté. Et à ce moment-là, on va rechercher d'autres anomalies, notamment ce que je vous ai dit, les mutations de GFR, de TERT, les anomalies chromosomiques sur les chromosomes 7 et 10. Et en fonction, on peut se retrouver dans cette case-là, glioblastome, ou une autre anomalie, les anomalies des histones, et on va se retrouver dans le cadre des gliomes H3K27 altérés. Tout ça pour vous dire que l'ANAPAT, ça reste un petit peu compliqué, mais on définit de mieux en mieux ces tumeurs. Maintenant, il faut
faire un diagnostic intégré qui inclut l'histologie et la biologie moléculaire. Alors l'histologie, malgré ce que l'on peut entendre ou ce que l'on peut dire, on a les résultats assez rapidement. Certains chirurgiens que je ne citerai pas veulent avoir leur diagnostic à 2 jours de leur exérèse pour savoir ce qu'ils vont pouvoir dire à leurs patients. Bon, il faut compter 1 semaine pour avoir le diagnostic, pour que l'on ait le temps, parce que la technique du prélèvement nécessite 48 heures pour que ça arrive sous forme de lame. Alors, c'est pas tant de regarder la lame qui nous prend du temps, c'est plus la technique. Quand on va regarder la lame, on va voir la coloration standard. On va demander des immunomarquages. Là, je vous ai pas tout expliqué, mais je demande de plus de 10 immunomarquages différents. Ça va reprendre 24 heures de plus. Et après, il faut bien analyser tout, faire la demande de biologie moléculaire, qui, elle, va prendre 3 semaines. Mais avant, je vais quand même poser un diagnostic. Je m'avance toujours un peu en disant que le diagnostic est en attente de la biologie moléculaire, mais pour moi, histologiquement, ça correspond à un astro, un oligo, un glioblastome, et que c'est quand même en attente du complément de la biologie moléculaire. Mais je laisse pas 3 semaines sans avoir de diagnostic. Et il faut savoir également que en France, on a un qui fonctionne très bien, qui s'appelle Rhénoclip Lock, alors surtout Rhénoclip pour les tumeurs cérébrales, et on est regroupé en régions. On a des relectures mensuelles des tumeurs cérébrales. Alors, le glioblastome en lui-même ne fait pas partie de ces tumeurs que l'on doit relire absolument, puisque c'est un diagnostic qui est relativement simple à faire. Mais tous les glioblastomes qui ont un aspect un peu particulier ou dans un contexte un peu particulier sont relus en relecture régionale, et lorsque ces tumeurs posent problème, eh bien c'est centralisé au niveau de Paris, et il y a une relecture nationale qui se fait. Donc tous les coordonnateurs régionaux se regroupent et revoient les tumeurs les plus compliquées. Elles sont relues sur Paris. Donc il faut savoir qu'il y a ce système de relecture régionale et nationale. Il faut savoir que chaque région a des techniques différentes. Là, je ne vais pas vous le développer parce que ça n'a pas d'intérêt ici, mais a des techniques différentes de biologie moléculaire, que nous sommes assez bien pourvus dans la région pour faire ces techniques. Il nous manque encore quelques techniques qui sont utilisées, pas dans le glioblastome, mais dans notamment des tumeurs pédiatriques. Mais nous travaillons vraiment main dans la main avec Toulouse et même avec Paris. En fait, les anapathes sont pas très nombreux en France, mais les neuropathologies sont encore moins nombreux. Donc on se connaît tous et on peut se partager assez facilement les cas si on a besoin, et envoyer pour faire de la biologie moléculaire également assez facilement. Donc voilà. Mon topo s'arrête ici. Je tenais à remercier l'association qui m'a invité à vous présenter ça. Le micro, il coupe quand il veut. Je pense que c'est important parce que c'est un ensemble. La prise en charge de ces tumeurs est un ensemble, que chacun met sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est une grosse pierre que l'association apporte à l'édifice. Voilà, je vous remercie.